Monsieur le Haut-Commissaire, Monsieur le Directeur de la SIC, partenaire de l'Université au sein de la MDE, Mesdames et Messieurs les élus des conseils de l'Université, chers étudiants et chers collègues, Mesdames et Messieurs, bonjour à tous et bienvenue à l'Université de la Nouvelle-Calédonie pour ce colloque sur la crise des finances publiques organisé par Manuel Tirard, que je salue. C'est notre deuxième colloque de l'année, après celui organisé par Étienne Cornu sur la coutume kanak dans le droit calédonien. Catherine Riss, la directrice de l'équipe de recherche en droit, économie et gestion, le LARGE, vous en dira plus tout à l'heure sur le programme de colloque que l'équipe a préparé sous la forme d'un cycle relatif à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Ce colloque sur les finances publiques constitue donc le premier volet de ce cycle. Avec ce colloque, l'université continue de suivre sa feuille de route qui est tracée non seulement par le Code de l'éducation et par ses statuts en matière d'enseignement supérieur et de recherche, mais également, petite particularité calédonienne, par l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa qui, on le sait, en son article 4.1.1, indique que l'université de la Nouvelle-Calédonie répond aux besoins de formation et de recherche propres à la Nouvelle-Calédonie. Alors oui, indéniablement, nous répondons vraiment à la commande puisque le cycle de colloques porte sur l'avenir budgétaire, économique et institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Une nouvelle fois, les équipes du large de l'université ont travaillé sur les thématiques locales et ont ajouté une dimension régionale et internationale au colloque avec la présence et l'intervention d'universitaires venus de Polynésie française, d'Australie et du Japon. Je salue ici la venue de ces collègues qui nous honorent de leur présence. Nos travaux, qui s'expriment par des colloques ou des conférences, sont bien sûr des travaux universitaires qui ont vocation à enrichir notre réflexion et nos connaissances universitaires. Mais cela va au-delà, car à un peu plus d'un an du référendum de 2018, on peut dire que ce cycle de colloques tombe à point nommé et qu'au-delà de la sphère universitaire, il peut constituer un éclairage scientifique pour des élus, mais également pour des citoyens. Et le sujet du colloque nous renvoie à une actualité qu'on pourrait presque qualifier de brûlante. En effet, il ne se passe pas une semaine, voire une journée, sans que les médias n'évoquent la crise ou le ralentissement économique auquel est confrontée la Nouvelle-Calédonie depuis au moins 3 ans. Il n'est d'ailleurs pas évident de discerner s'il s'agit d'une authentique crise aux graves répercussions sociales ou politiques, ou s'il s'agit plutôt d'un atterrissage après une période d'euphorie économique liée aux investissements directs étrangers et à la construction des usines. Ce qui est certain, c'est que les finances publiques ont donné des signes de faiblesse depuis au moins 3 ans, avec un effet de ciseau qui a été constaté par différents membres du gouvernement en charge du budget et présenté au Congrès. Les dépenses ont augmenté rapidement et les recettes, notamment fiscales, ont quant à elles chuté de façon assez importante. La situation financière de l'État, de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités locales s'est dégradée, et avec elle, leur capacité à soutenir l'économie locale. Les élus en sont bien conscients, la population y est sensibilisée et même mise à contribution à travers différents outils fiscaux. Mais pour en revenir au colloque proprement dit, la Nouvelle-Calédonie reste confrontée à une crise des finances publiques. Qu'elle devienne indépendante ou pas dans les années à venir n'est pas ici le sujet central. Mais les 3 partenaires de l'accord de Nouméa, que sont l'État, les indépendantistes et les partisans d'un maintien dans la France, s'accordent à dire qu'elle est dans une séquence politique de décolonisation et d'émancipation. Mais comment soutenir un développement et une émancipation lorsque les finances publiques sont en berne, voire commencent à se tarir? Quel relais de croissance trouver? Comment faire autant, voire mieux, avec les mêmes ressources, voire plutôt avec des ressources en diminution? Comment, dans ces conditions, mieux utiliser la ressource fiscale disponible, voire l'optimiser? Comment d'autres pays ont-ils relevé des défis équivalents? Ce colloque tentera de répondre à ces questions et d'apporter quelques pistes de solutions pour remédier à la crise des finances publiques. En faisant cela, nous sommes bien dans notre rôle de partager et développer les connaissances, mais aussi de répondre aux besoins de recherche propres à la Nouvelle-Calédonie.
Avant de céder la parole à Madame Ries, directrice du Large, je vais adresser mes remerciements au nom de l'université, tout d'abord à la direction scientifique du colloque, en la personne de Manuel Tirard, maître de conférence en droit public à l'UNC, qui nous a préparé un très beau programme. Je salue et remercie les universitaires qui sont venus nous rejoindre de métropole pour participer à ces travaux. Il s'agit de Sébastien Cotte, professeur de droit public à l'université de Poitiers, d'Étienne Farbach, professeur d'économie à l'université de Lille, de Mathieu Conan, professeur des universités en droit public à l'université de Nanterre. Un grand merci aussi aux collègues universitaires venus de loin pour ce colloque, Yuki Sekine, professeur de droit à l'université de Kobe, Takeshi Fujitani, professeur de droit à l'université de Tokyo, Antonio Troianiello, maître de conférence en droit public à l'université de Polynésie française, et Miranda Stewart, professeur de droit à l'université nationale australienne de Canberra. Je souhaite également remercier les partenaires de l'université qui sont également les financeurs pour un certain nombre d'événements et particulièrement, bien entendu, les collectivités. Je remercie donc ceux qui ont participé au financement de ce colloque et d'autres manifestations qui, comme on l'imagine, ont un coût. Donc je remercie la province Sud, la province Nord, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et la communauté du Pacifique Sud. Dans les partenaires, je vais citer la fondation universitaire que nous avons mise en place en fin d'année dernière et dont les fonds collectés vont nous permettre de financer notamment, et au moins en partie, les événements de rayonnement scientifique et culturel dont les colloques de l'UNC font partie. Les fondateurs mécènes sont notamment l'OPT, la société Scasi, Bluescope Steel, le cabinet d'avocats DES Légal et la société Athos Bull. Merci bien entendu aux collègues de l'UNC qui ont participé à l'événement, qui interviendront en tant que chercheurs dans le colloque, et merci aux équipes techniques de l'université, notamment la communication et la DPIL, qui travaillent largement dans l'ombre, mais sans lesquelles rien ne serait possible pour ce type de manifestation. Enfin, naturellement, je remercie toutes les personnes qui se sont déplacées pour assister aux travaux du colloque et qui témoignent ainsi de leur intérêt pour les travaux universitaires. Je vous remercie et vous souhaite donc à tous d'excellents travaux. Merci, Monsieur le Président. Maintenant, je vais appeler Catherine Ries, directrice de l'équipe de recherche Le Large à l'UNC. Chers étudiants, chers collègues, je vous remercie et c'est une nouvelle fois et un grand plaisir pour moi de vous accueillir aussi nombreux dans cet amphithéâtre pour un événement organisé par Le Large, le laboratoire de recherche juridique et économique. À l'approche des échéances cruciales pour la Nouvelle-Calédonie, il nous a semblé indispensable de participer une nouvelle fois au débat public et d'apporter de la connaissance, de la contenu pour pouvoir aider le pays à se construire. C'est l'une des missions de l'université, c'est aussi l'une des missions que Le Large tente de réaliser depuis plusieurs années maintenant. Alors cette année, ça se manifeste par l'organisation d'un cycle de 3 conférences, dont la première a lieu aujourd'hui. Je reviendrai plus tard sur la présentation détaillée de ces 3 conférences, mais je pense que c'est une belle démonstration, une nouvelle fois, de la capacité à la fois de l'université et des chercheurs de mettre leur travail au service de la société. L'utilité, si on peut le résumer comme ça, l'utilité sociale de notre travail est ici démontrée. Notre métier, c'est de produire de la connaissance au service des citoyens.
Il existe plusieurs façons de diffuser cette connaissance. La façon la plus académique, c'est de publier des articles dans des revues académiques qui ne sont pas lus par grand monde. Une autre façon, c'est également d'organiser ces manifestations scientifiques, de les ouvrir à un large public, de faire intervenir à la fois des chercheurs, des universitaires, mais aussi des acteurs politiques ou institutionnels, locaux ou internationaux. Une autre façon de diffuser cette connaissance, pour ceux qui ne peuvent pas assister à ces manifestations, c'est de suivre les podcasts sur la chaîne YouTube de l'université. Donc à partir de la semaine prochaine, pour ceux qui ne pourraient pas assister à l'intégralité du colloque, pour ceux qui ne peuvent pas être là, ils pourront suivre l'intégralité des échanges, des débats et des présentations donc sur Internet. Une autre façon aussi, c'est de publier les actes de ces rencontres, de ces colloques. Ça demande souvent un peu plus de temps, ça met parfois plusieurs mois, voire jusqu'à une année. Mais vous les trouvez, on les récupère, on peut les télécharger ou les acheter quelques mois après le colloque. Le site du Large présente également de nombreux travaux, de nombreuses réflexions qui sont menées au sein du laboratoire. Et enfin, sans doute, c'est pas le dernier, mais sans doute un outil de diffusion de la connaissance qui est très important, c'est notre série de cahiers du large, qui sont ce qu'on appelle dans le jargon scientifique des working papers, qui sont publiés, qui présentent des travaux qui sont soit achevés, soit en cours, faits par les collègues du laboratoire ou parfois des extérieurs et qui sont publiés régulièrement, téléchargeables sur le site du laboratoire. Il va y avoir une petite table là qui va présenter dans la journée les dernières publications qui s'inscrivent également dans les publications, dans les PUMC, les presses universitaires de Nouvelle-Calédonie, qui est une collection de presse universitaire qui est encore toute jeune, mais qui a déjà plusieurs ouvrages à son actif qui vous permettent aussi d'avoir accès à cette connaissance. Alors pour revenir plus précisément sur le programme donc de ce cycle de conférences, donc on commence cette série par un sujet qui est, comme l'a rappelé le président, vraiment très important dans la situation actuelle de la Nouvelle-Calédonie, qui est celle de la crise des finances publiques. Alors ces 2 journées vont vous permettre d'évaluer ce qui se passe du côté de la dépense, ce qui se passe du côté des recettes, et en particulier les dépenses sociales. Le volet social sera mis en avant et sera étudié avec grand intérêt parce que c'est pas le plus important, c'est en tout cas un problème qui est crucial. Et puis demain après-midi, on fera la synthèse pour savoir un petit peu où on en est et où on va. Ensuite, la deuxième date à retenir, à garder sur vos agendas, ce sera en septembre, une journée et demie, le 15 et 16 septembre, qui sont consacrées là à l'avenir économique de la Nouvelle-Calédonie, avec la démarche vers l'émancipation progressive, voire éventuellement la pleine souveraineté. L'économie calédonienne a des questions importantes à se poser sur son modèle de développement économique, sur sa monnaie, sur son intégration régionale. Et ces questions seront évoquées alors avec une première journée qui sera consacrée à des présentations de chercheurs, d'universitaires, et une deuxième journée, une demi-journée, où en fait les responsables des partis politiques calédoniens seront invités à venir échanger, à venir discuter sur ces thématiques économiques qui sont cruciales et dont on a besoin de parler pour construire le pays, pour savoir qu'est-ce qui va se passer après 2018. Le dernier volet de ce cycle de conférences aura lieu au mois de novembre et concernera là l'aspect institutionnel. C'est le jour d'après. Qu'est-ce qui va se passer après 2018? Là, on est sur des questions qui concernent le droit, la constitution du droit, le fait de trouver un droit, de trouver des institutions qui représentent l'ensemble des Calédoniens et qui puissent refléter la diversité du pays. Là aussi, de nombreux universitaires de l'étranger reconnus de façon internationale dans leurs compétences, notamment en termes de constitution, de création du droit, seront présents. Voilà, donc ce cycle de conférences, je l'espère en tout cas, apportera beaucoup au pays. J'espère qu'il pourra intéresser les décideurs, le gouvernement, les provinces et ceux qui ont à préparer le pays. Je finirai comme l'a fait le président, je me joins à lui pour remercier tous nos partenaires institutionnels qui ont accompagné cet événement et les suivants.
Je remercie bien évidemment nos collègues qui viennent plus ou moins loin, l'Australie, la Polynésie française, le Japon, la France. Merci d'être venus d'aussi loin pour apporter votre connaissance et votre expertise à ces journées. Je remercie bien évidemment les collègues du Large qui se sont investis. Alors d'abord Manuel Tirard, bien sûr, dans l'organisation de cette belle manifestation, mais aussi tous les autres collègues qui interviennent, qui contribuent à ce colloque. Je vous souhaite à tous je nous souhaite à tous un très bon travail, bonne réflexion, échanges riches et nombreux. Merci. Merci Catherine. Donc on va terminer notre séquence d'ouverture protocolaire avec l'intervention, le discours de Monsieur le Haut-Commissaire Thierry Lataste. Merci. Merci de m'avoir convié aujourd'hui. Merci Monsieur le Président de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Merci Madame la directrice du Large et merci à Manuel Tirard qui a organisé la séquence de ces 2 jours. C'est avec plaisir que j'ai répondu à votre invitation. Plaisir parce que l'université remplit ainsi, comme le président l'a rappelé, à la fois sa mission statutaire et l'appel particulier ou l'attente particulière qui était exprimée par l'accord de Nouméa et par les signataires de l'accord de Nouméa, mais aussi parce que le thème choisi aujourd'hui est sans doute un de ceux qui sont le moins présents, le moins explorés, alors qu'il est tout à fait déterminant dans le devenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie et dans le chemin qu'elle va se choisir dans les prochains mois et les prochaines années. Donc, représentant de l'État en Nouvelle-Calédonie, État partenaire et signataire de l'accord de Nouméa, il m'a paru intéressant de venir ici rappeler ce qu'étaient dans ce domaine à la fois les contraintes qui pèsent sur l'État et les engagements qu'il a manifestés au fil des 20 dernières années et qui restent tout à fait significatifs aujourd'hui. Je suis persuadé qu'à un moment où l'État, au plan national, est confronté à la crise des finances publiques qui va éclairer le destin propre de la Nouvelle-Calédonie, la manière dont les choses sont prises ici, reçues ici, et dont il contracte des engagements et les exécute est tout à fait déterminante. L'État en Nouvelle-Calédonie dépense budgétairement, bon an, mal an, autour de 150 milliards CFP, ce qui représente 12% du produit intérieur brut de la Nouvelle-Calédonie. Ces dépenses sont d'abord des dépenses de fonctionnement des propres services de l'État et pour l'essentiel, la prise en charge des rémunérations des fonctionnaires et militaires présents en Nouvelle-Calédonie. Cela représente 85 milliards CFP par an avec 7000 agents, une stabilité en légère croissance depuis 2011 puisque les services ont peu perdu d'effectifs et que par contre des secteurs comme la police, la gendarmerie, l'université, bientôt le centre pénitentiaire sont en croissance et sans doute mes chiffres sont-ils incomplets puisque les 375 gendarmes mobiles qui sont constamment en Nouvelle-Calédonie, mais par rotation de 3 mois, sont pris en charge budgétairement dans leur garnison d'origine. C'est la même chose pour le petit millier de militaires du RIMAP, composé d'unités tournantes qui viennent pour un trimestre et qui budgétairement figurent dans les unités d'origine et non pas dans l'unité d'accueil qui est située en Nouvelle-Calédonie. Enfin, il y a eu une assez forte croissance, bien que la compétence ait été complètement transférée à la Nouvelle-Calédonie, des personnels de l'enseignement secondaire, puisqu'il a fallu pourvoir, et il faudra pourvoir d'ailleurs les 2 nouveaux lycées assumés à 100% en construction par l'État pour 12 milliards CFP de Point Bout dans sa transformation et du Mont d'Or dans sa création. L'État prend aussi en charge sans qu'il y ait une véritable logique institutionnelle à cela, des dépenses qui devraient incomber à la Nouvelle-Calédonie en matière de services. Je prends par exemple un exemple, c'est la direction des douanes de la Nouvelle-Calédonie qui exerce quelques missions d'ordre public pour le compte de l'État, mais qui pour l'essentiel conçoit, applique, travaille et perçoit des recettes au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie. Or, c'est l'État qui à 100% prend en charge le fonctionnement du service
Il y en a pour 1,4 milliard CFP par an et des recettes perçues à hauteur de 51 milliards pour la Nouvelle-Calédonie. Je dirais plus par le poids de l'histoire que par une logique institutionnelle. L'État a continué à rendre ce service à la Nouvelle-Calédonie alors que rien ne le commandait dans les textes institutionnels. Autre cas particulier, la mise à disposition globale et gratuite des personnels de l'éducation nationale, puisque vous savez que la rémunération de l'ensemble des personnels concernés est encore assumée par l'État et lui revient chaque année à environ 45 milliards CFP. La fin de cette mise à disposition gratuite n'est pas fixée à ce jour. Elle peut intervenir par décret, mais les conditions d'intervention de ce décret ne sont pas réunies et le calendrier est loin d'être fixé. L'État verse ici aussi des dotations, comme ailleurs sur le territoire national, mais sur des recettes perçues ailleurs, des dotations aux collectivités locales. Celles-ci sont des dépenses obligatoires pour l'État, à la fois en dotation globale de fonctionnement pour la Nouvelle-Calédonie, pour les 3 provinces et pour les communes. Il y en a au total pour 30 milliards CFP par an, et à cet égard, la Nouvelle-Calédonie a été protégée par son statut, puisque la loi prévoit une évolution positive du montant des dotations qui représente un peu plus de 6 milliards CFP. Enfin, l'État a maintenu le montant des dotations globales de fonctionnement allouées aux provinces et aux communes, alors que, vous le savez, elles ont subi une attrition marquée sur le reste du territoire national. La baisse des concours financiers de l'État aux collectivités en 2016 a été de 9,6%, et la Nouvelle-Calédonie a échappé à cette mesure nationale. J'ai tenu à rappeler ces données parce qu'elles sont les moins perceptibles par la population ou les intervenants. Il y a un domaine de soutien au développement économique et social sur lequel les projecteurs sont plus fréquemment portés. C'est ce que l'on appelle les contrats de développement qui liaient initialement l'État, la Nouvelle-Calédonie et les 3 provinces, et qui se sont étendus progressivement vers les provinces, vers l'agglomération et vers l'intercollectivité, qui permet dans de nombreux domaines de soutenir le développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie, dont d'ailleurs l'effort de recherche accompli sur le territoire. Ces contrats ont pour objectif de financer des projets structurants qui s'inscrivent dans le cadre du schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie adopté par le Congrès l'an dernier. Depuis 1990, 5 générations de contrats se sont succédées. Sur ces 25 ans, ce sont 390 milliards CFP qui ont été investis pour le développement de la Nouvelle-Calédonie, dont un peu plus de la moitié, 200 milliards, assumés et financés par l'État. Dans le respect d'une logique de rééquilibrage, l'État participe au financement d'opérations mises en œuvre par les collectivités partenaires, non seulement en investissement, mais également dans l'accès aux formations initiales et continues, dans l'insertion des jeunes, dans le soutien au développement économique et l'amélioration des conditions de vie de la population et de son développement culturel. À ce titre, la participation touche des secteurs variés, qui vont de la santé aux infrastructures portuaires, aéroportuaires, terrestres, au logement social, au secteur de la pêche, du tourisme, de l'agriculture, ou encore aux équipements publics et réseaux divers, sans oublier la valorisation et la préservation des richesses naturelles, ainsi que le soutien, je le disais à l'instant, des programmes de recherche et d'appui au développement. Enfin, un volet important est consacré aux dispositifs d'insertion et de lutte contre les exclusions, qui constituent une priorité pour l'État. Sur les dernières générations de contrats, les 3 dernières générations de contrats, l'État a ainsi contribué à financer 14 819 logements sociaux livrés et fort complétés par l'intervention de la défiscalisation nationale, qui est plus difficile à quantifier. L'État apporte entre 75% dans la province sud et 80% dans les provinces nord et îles des aides attribuées pour la construction de logements, tandis que les provinces contribuent à hauteur de 20 ou 25%. Le directeur de la SIC qui est dans la salle peut témoigner de ce soutien continu. L'année 2016 a vu la fin de la 5e génération de contrats et la conclusion de contrats pour la nouvelle période. Cette 5e génération portait sur un montant contractualisé de 93 milliards CFP, dont la moitié a été prise en charge par l'État.
Sur ce contrat, l'État a affiché un engagement très important à la restructuration de l'offre de santé à travers à la fois l'opération du Medipôle et puis la construction du centre hospitalier du Nord à Koné, l'accès aux infrastructures de base comme depuis l'origine des contrats qui rassemblent à la fois l'adduction d'eau potable, l'assainissement et les créations et requalifications de routes au bénéfice de l'habitat en milieu tribal a été particulièrement marqué et pèse à hauteur de 25% des financements accordés. Sur la période, sur ce contrat, 386 587 Calédoniens ont pu être identifiés comme bénéficiaires. Alors, c'est le propre des logiques un peu technocratiques d'évaluation que d'essayer de voir qui bénéficie de telle ou telle action. Et bien sûr, certains ménages ou certains Calédoniens peuvent bénéficier d'actions conduites dans des domaines divers d'où un chiffre supérieur à la population calédonienne. L'actuelle génération des contrats a été signée en décembre dernier, malgré les contraintes qui pèsent sur l'ensemble des ministères et qui continueront à peser. La participation a été maintenue à un niveau identique à celui de la précédente génération, 47 milliards CFP contractualisés en participation d'État sur un programme total de 93 milliards pour les 5 ans à venir. 95% de cette participation contribue directement ou indirectement à l'activité économique et à l'emploi, 6% seulement sur le tourisme, l'agriculture, l'aquaculture, mais plus de la moitié de manière indirecte sur des secteurs qui vont faire appel au BTP ou à d'autres secteurs et donc avec un rôle d'entraînement sur l'emploi dans ce domaine. Le secteur du logement social dont je parlais représente 22% de la contribution de l'État sur les 5 ans à venir, soit 10 milliards CFP. Et sur 2017, nous sommes en train d'engager avec le concours des opérateurs et des provinces 2,2 milliards dans la période actuelle. Les programmes retenus permettront la construction cette année de 1560 logements, dont 1334 dans la province sud. Un tiers de cette contribution de l'État sur la période contractualisée visera les infrastructures de base dont je parlais tout à l'heure. Cela représente 14 milliards. Enfin, 28% de la contribution de l'État, soit 12 milliards CFP, est destinée à financer des actions pour la jeunesse, en faveur de l'éducation, en faveur de la lutte contre la délinquance, en faveur de la formation professionnelle et de favoriser l'employabilité des jeunes. 9% vont vers le secteur recherche et développement et transition écologique. Je devrais ajouter à cela les efforts consentis par le biais de l'aide fiscale à l'investissement outre-mer, appelée aussi défiscalisation nationale, par lequel des contribuables métropolitains, sociétés, entreprises ou particuliers financent un projet en Nouvelle-Calédonie en contrepartie d'une réduction d'impôts. Ces aides indirectes dont bénéficient les porteurs de projets ne sont pas répertoriées dans les tableau des transferts publics publiés par l'Institut des missions d'outre-mer. Elle constitue pourtant un manque à gagner fiscal pour l'État en métropole qui, en moyenne, peut être considéré comme d'un ordre de grandeur de 10 milliards CFP, plus de la moitié allant vers le secteur du logement social ou intermédiaire qui bénéficie là aussi au développement économique du territoire. Je veux enfin ajouter quelques projets, ou quelques réalisations emblématiques dans le domaine des transports, par exemple, avec le renouvellement de la flotte d'ATR pour Air Calédonie, financé l'an dernier, et qui va l'être pour les 2 derniers cette année. L'étude en cours du renouvellement complet des 4 Airbus d'Air Calédonie International pour la desserte internationale de la Nouvelle-Calédonie, et bien sûr les efforts effectués en faveur des usines métallurgiques, qu'il s'agisse du Nord ou du Sud. Un scope peut-être sur ce qui a été fait en soutien à l'industrie du nickel, principalement dans l'année 2016, sous forme de défiscalisation, sous forme de prêt direct de l'État aux opérateurs, qu'il s'agisse de l'opérateur dont il est actionnaire, Eramet SLN, ou qu'il s'agisse d'un opérateur de contrôle étranger, je pense à l'usine du Sud et Vallée, qui est un objet de souci dans la période dans laquelle nous nous trouvons. Au total, l'État a accordé un prêt de 24 milliards CFP sur une durée de 10 ans
à Valais, complété par une garantie au financement du projet de transformation des résidus de Valais à hauteur de 27 milliards CFP. Il a également accordé à la SLN un prêt de 24 milliards CFP direct pour mener à bien son plan de compétitivité. Et enfin, une garantie sera accordée au projet de renouvellement de la centrale C de Doniambo à hauteur de 38 milliards CFP pour le remplacement de cette centrale au fioul par une centrale à gaz. Enfin, l'Agence des participations de l'État a racheté à BPI-France, qui obéissait à des logiques plus bancaires que de développement local, pour 29 milliards CFP, ses participations dans Eramet. Au total, en 2016, à côté des 150 milliards de dépenses budgétaires récurrentes, je dirais, dont je parlais, l'effort pour le nickel calédonien est de 142 milliards. Donc, on a pratiquement doublé la contribution de l'État au développement de la Nouvelle-Calédonie en soutien à l'industrie métallurgique et en soutien au nickel. Ces financements ont bien sûr, et je pense que vos travaux contribueront à le souligner, un effet structurant sur l'économie calédonienne. L'investissement public exerce un effet multiplicateur sur l'investissement privé. Je crois que l'OFCE estime que ce multiplicateur est d'un ordre de grandeur de 2 et que donc pour un franc CFP apporté par l'État, il y a un franc CFP de richesse créée en Nouvelle-Calédonie et de dépenses induites. Il en est ainsi, bien sûr, notamment dans le secteur du logement, dont vous avez entendu tout à l'heure l'importance qu'il représente dans cet effort. De 2000 à 2015, le taux de croissance du PIB de la Nouvelle-Calédonie a été en moyenne de 3,7%, donc significativement supérieur, plus du double, de celui de la métropole qui, sur la même période, a été de 1,5%. Ces chiffres représentent, me semble-t-il, une indication de ce qu'a été l'effet levier de l'ensemble des financements publics, dont les transferts de l'État. C'est vrai que la croissance du PIB calédonien a dépassé aujourd'hui l'augmentation des transferts de l'État, mais c'est bien une augmentation des transferts de l'État qui est intervenue dans la même période et qui a témoigné d'un véritable dynamisme sur les 15 dernières années, qui correspondent à la période d'application de l'accord de Nouméa, et dont on ne peut que se réjouir. Je voudrais souligner ici que cet effort de l'État est d'autant plus appréciable que, contrairement au département d'Outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les richesses de Nouvelle-Calédonie ne contribuent en rien aux dépenses de l'État. Ici ou ailleurs sur le territoire national, le contribuable calédonien ne paye pas un franc CFP pour ses gendarmes, sa justice, ses relations internationales, sa police ou son université, en tant que les enseignants-chercheurs sont pris en charge par l'État. En effet, compétente en matière fiscale, la totalité des recettes perçues en Nouvelle-Calédonie est redistribuée localement. En d'autres termes, ce que l'État verse ici provient des contributions versées par les contribuables français de métropole et des DOM et a vocation à rester en Nouvelle-Calédonie. La plus-value économique et sociale générée par ces transferts reste également en Nouvelle-Calédonie. Comme vous le savez, ce financement n'est pas une fin en soi. Il n'a de pertinence et de sens que s'il s'insère et s'intègre à une vision ou à un processus qui place le bien-être des populations et le développement humain au centre de ses préoccupations. C'est le rôle que s'est fixé l'État dans les 20 dernières années en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre, il y a 30 ans, de l'accord de Matignon, puis de l'accord de Nouméa. Et c'est la question que l'État doit se poser au moment où les Calédoniens vont choisir une solution institutionnelle, à un moment où chacun connaît et mesure les contraintes qui pèsent sur l'État au plan national. Donc il y a une visée stratégique qui sera à partager et que votre colloque peut bien sûr permettre d'éclairer. Merci.